Il a oublié notre anniversaire, puis il a ri. On n'est pas mariés. J'ai encore des options. J'ai simplement répondu, bien noté. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises, j'ai retiré mon nom du bail et j'ai annulé chaque virement. Le lendemain matin, sa mère m'avait appelé 32 fois et hurlait. On n'est pas mariés. J'ai encore des options. Il a vraiment dit ça, avec un sourire en coin, comme s'il en était fier. Je venais de lui demander s'il se souvenait de ce qu'on fêtait aujourd'hui. Il y a eu une pause, ce genre de pause où l'on donne à quelqu'un un instant pour trouver la bonne réponse comme par magie. Mais non, il s'est penché en arrière sur sa chaise, le casque à moitié retiré, et il a lâché cette phrase comme si elle était brillante, comme si j'avais de la chance d'avoir ne serait-ce qu'un peu de son temps. J'ai dit, dûment noté. Puis j'ai tourné les talons et je suis allé directement dans la chambre. Pas de drame, pas de cri. J'ai fermé ma valise, en y mettant seulement les choses que j'avais achetées avec mon propre argent, ce qui s'est avéré être presque tout. J'ai laissé les vêtements qu'il aimait sur moi, j'ai laissé les mots que je lui écrivais, ces petits mots que je cachais dans ses tiroirs ou que je collais sur son écran de jeu avant de grands entretiens. Non pas qu'il ait jamais donné suite à ces entretiens. Il n'avait pas travaillé depuis 2 ans. Il avait arrêté d'essayer après les premiers refus, puis il a simplement abandonné. J'ai fait des doubles journées, j'ai payé le loyer, j'ai payé les factures. Je suis devenu sa couverture de réconfort pendant qu'il s'enfonçait plus profondément dans ce canapé, plus profondément dans ses écrans, et se persuadait d'une manière ou d'une autre que l'effort était facultatif. Ce qui me fait encore mal? J'ai vraiment essayé d'être gentille. J'évitais les choses qu'il n'aimait pas. Je riais à des blagues qui n'étaient pas drôles. J'ai arrêté de voir mes amis parce qu'ils disaient qu'ils étaient une mauvaise influence. Je me suis effacé, petit à petit, pour lui faciliter les choses. Je pensais que l'amour signifiait être patiente pendant que quelqu'un se reprenait en main. Il s'avère que cette patience est juste devenue son excuse pour ne pas le faire. Cette nuit-là, j'ai retiré mon nom du bail, j'ai annulé Internet et les comptes de streaming, j'ai transféré les factures à son nom, ce qui serait une surprise amusante quand elles arriveraient, et j'ai vidé les économies que j'avais accumulées, qui étaient de toute façon principalement les miennes. J'ai laissé les clés sur le comptoir de la cuisine, à côté du petit gâteau que j'avais acheté dans cette pâtisserie hors de prix qu'il aimait tant. Puis j'ai conduit jusqu'à chez mes parents. Ils habitent à environ 2 heures de route, assez loin pour me donner l'impression d'être dans une autre vie. Le lendemain matin, j'avais 32 appels manqués de sa mère. Les messages vocaux ont commencé par une fausse inquiétude. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ils ont dégénéré. Tu es égoïste. Tu es en train de le détruire. Je n'ai pas écouté les derniers. L'un d'eux n'était que ses cris. Ma mère a fait du café comme si de rien n'était. Mon père m'a demandé si je voulais parler. Et puis, progressivement, ils ont tous les deux commencé à insister. Peut-être que tu devrais l'appeler. Peut-être que c'était trop. Peut-être que tu as abandonné trop vite. Ils ne savaient pas que je payais le loyer depuis près de 2 ans. Que je couvrais sa facture de téléphone. Qu'il achetait de nouveaux jeux au lieu de faire les courses. Qu'il avait aussi oublié mon anniversaire l'année dernière, et que j'avais laissé passer. Que je me brisais en silence depuis des mois. Et maintenant, on me disait que j'avais surréagi. Mais je ne le quittais pas simplement. Ça aurait été trop facile. Non. Quelque chose a basculé en moi cette nuit-là. Quelque chose de froid et de tranchant. J'ai réalisé que j'avais tout donné à quelqu'un qui me considérait comme une option. Alors, j'allais reprendre ce qui m'appartenait. Pas seulement l'argent ou la liberté, mais mon estime de moi, ma paix, et oui, peut-être une petite vengeance. Pas le genre bruyant, le genre que l'on ne voit pas venir, jusqu'à ce que toute votre maison soit vidée de l'intérieur. Et ce n'était que le début. Les appels n'ont pas cessé. Sa mère a commencé à laisser des messages, comme si elle narrait un feuilleton. Il ne mange pas. Il n'a pas quitté le canapé. Il a le cœur brisé. On ne fait pas ça à quelqu'un qu'on aime, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui a le cœur brisé passe certainement la journée suivante à jouer 12 heures à Call of Duty et à poster des mèmes sur le fait d'esquiver les balles sur Facebook. Je n'ai pas répondu. Ni à elle, ni à lui. J'ai mis mon téléphone en sourdine et j'ai essayé de respirer. Ma chambre d'enfant ressemblait à une cage, mais au moins, c'était calme, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Ma mère est entrée, d'une voix douce, avec une assiette de toast, comme si ça devait réparer 3 ans d'épuisement.
Elle a dit que j'avais peut-être agi trop vite, que peut-être il traversait quelque chose que je ne comprenais pas. Mon père a renchéri plus tard avec sa phrase fétiche, les relations, c'est fait pour surmonter les tempêtes. J'avais envie de crier. J'étais coincé dans une tempête depuis des années, pendant que tout le monde était à l'intérieur en sirotant du chocolat chaud. Le 3e jour, j'ai réalisé qu'il n'essayait pas seulement de me réconforter. Il me poussait activement à y retourner. Ma mère a même appelé sa mère pour avoir sa version des faits. Elle a dit qu'elles étaient toutes les deux d'accord pour que nous nous asseyions et parlions, comme si c'était une rupture normale et que j'avais juste besoin de mieux communiquer. J'avais l'impression de devenir folle. Puis est venu le texto de sa part. Juste 3 mots. Tu as tout gâché. Pas d'excuses, pas de réflexion, juste du blâme. Mais je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà un plan qui se formait dans mon esprit. Pas une vengeance de film dramatique. Rien d'illégal, rien de cruel, juste des frappes chirurgicales et précises. Je connaissais ses habitudes. Je savais exactement où ça ferait mal. Je connaissais les fissures dans sa fausse confiance en lui. Et j'allais utiliser tout ça. Mais d'abord, j'avais besoin d'espace. De vrai espace. J'ai commencé à chercher des emplois hors de l'État, j'ai envoyé des CV à des villes où personne ne connaissait mon nom, où la voix de sa mère ne résonnerait pas dans ma boîte de réception. J'ai trouvé une annonce au Colorado qui sentait la possibilité, un poste en marketing avec une aide au logement. J'ai postulé ce soir-là, sans rien dire à personne. Pendant ce temps, mes parents ont commencé à organiser un dîner avec sa famille. Ils ont dit que ça aiderait à apaiser les tensions, à aider tout le monde à aller de l'avant. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai dit que j'allais y réfléchir. Mais dans mon esprit, le compte à rebours avait déjà commencé. Je ne quittais pas seulement cette relation. J'étais sur le point de disparaître de toute leur vie. Ils ont organisé le dîner comme un sommet de la paix. Ma mère m'a dit 3 fois que ce serait juste une conversation. Elle a sorti ses beaux sets de table, ceux avec des petites feuilles brodées qu'elle n'utilisait que pour les fêtes. Mon père a fait griller du poulet par un temps glacial, parce qu'apparemment, de la viande sèche pouvait réparer ma relation brisée. Je n'ai pas discuté. J'ai regardé la performance se dérouler, comme si j'étais une invitée au spectacle de quelqu'un d'autre. Ils sont arrivés en avance. Sa mère est entrée en trombe, comme une sénatrice en campagne, un faux sourire figé sur le visage. Son père a fait un signe de tête et s'est dirigé directement vers la glacière à bière. Et puis il y avait lui, dans une chemise à boutons qu'il n'avait pas portée depuis le mariage de son cousin, l'air d'avoir enfin remarqué son propre reflet. Il a essayé de me serrer dans ses bras. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête, ce qui n'était pas un mensonge. La conversation à table était une torture. Sa mère n'arrêtait pas de dire des choses comme « on ne jette pas 3 ans comme ça », et les hommes ont parfois besoin d'un peu plus de temps pour grandir. Ma mère a renchéri avec des perles sur le fait que personne n'est parfait et vous aviez toujours l'air bien ensemble. Mon père était silencieux, mais chaque fois que je croisais son regard, il détournait les yeux, comme si je faisais quelque chose de honteux. Lui. Il était assis là, silencieux comme un poète incompris, attendant son signal. Il est venu pendant le dessert, juste après que ma mère a apporté une tarte dont personne ne voulait. « Je t'aime encore », a-t-il dit prudemment. Je sais que j'ai merdé, mais j'essaie maintenant. J'ai postulé à des emplois. J'ai même mis à jour mon CV. C'est juste que j'ai besoin de toi. Et c'était le moment. Tout le monde s'est tourné vers moi, comme si je tenais un détonateur. Ils attendaient que je m'adoucisse, que je pardonne, que je reprenne mon rôle dans leur récit. La bonne petite amie qui pardonne trop facilement, qui laisse les gens s'en tirer juste parce qu'ils disent qu'ils sont désolés. Je me suis excusé et je suis allé aux toilettes, j'ai fermé la porte, et je me suis assise sur le bord de la baignoire. C'est là que ça m'a frappé. Il ne voulait pas que je sois heureuse. Il voulait que je sois gérable. Il voulait que l'histoire revienne à quelque chose qu'il comprenait, la fille se sacrifie, le garçon s'améliore, tout le monde applaudit. Il ne savait pas ce que c'était. L'érosion lente et insidieuse de tout faire pour quelqu'un qui ne vous rendait rien. D'être amené à sentir que pour aimer quelqu'un, il fallait se perdre un peu plus chaque jour. Il voyait une rupture. Je voyais une lente évasion de la noyade. Je me suis aspergé d'eau froide sur le visage, je suis revenu, j'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai dit que j'allais y réfléchir, juste assez pour passer la nuit.
Mais quelque chose a changé après ça. Cette nuit-là, j'ai reçu l'email. Une réponse du Colorado. Entretien prévu jeudi. Ça se concrétisait. Le lendemain matin, j'ai commencé à vendre le peu que j'avais et qui avait de la valeur. De vieux sacs de créateurs, des appareils électroniques d'occasion, même une montre qu'il m'avait offerte pendant l'un de ces rares mois de travail. J'ai dit à mes parents que j'avais besoin d'espace. J'ai commencé à passer plus de temps à la bibliothèque, dans les cafés, n'importe où sauf à la maison. Ces textos ont recommencé aussi, d'abord doux, puis frustrés, puis accusateurs. Il m'a demandé si j'avais vu le nouveau canapé qu'il avait acheté. Il a dit qu'il était en train de redresser la barre, que son nouveau travail temporaire était un signe. Comme si un poste en entrepôt à 15 € de leur réparait 3 ans d'ignorance. Je n'ai pas répondu, parce que je ne le quittais pas seulement lui. Je les quittais tous. L'entretien au Colorado n'était pas juste un entretien d'embauche. C'était comme une mission de sauvetage. J'ai dit à mes parents que je rendais visite à une vieille amie de l'université. Ma mère a semblé méfiante, mais n'a pas insisté. Peut-être qu'elle était juste soulagée que je souris à nouveau. J'ai voyagé léger, un seul bagage à main, habillé comme si j'appartenais à un autre endroit, un endroit plus lumineux. J'ai conduit 3 heures jusqu'à l'aéroport dans la voiture de mon père, les fenêtres baissées, le vent froid et pur. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a arrêté. L'entreprise m'a fait venir. Une journée entière d'entretien. L'odeur de bureau neuf, des murs de verre, des plantes qui prospéraient dans tous les coins. Ils m'ont donné de l'eau dans un vrai verre. L'équipe était vive, concentrée, gentille. Ils ne m'ont pas posé de questions sur les trous dans mon CV. Ils ne se souciaient pas de savoir si j'étais marié ou célibataire. Ils voulaient savoir ce que j'avais construit, comment je résolvais les problèmes, ce que je voyais quand je regardais le chaos. Je leur ai donné des réponses que je ne m'étais pas entendu dire depuis des années. Cette nuit-là, à l'hôtel, je me suis allongé sur le lit dans le noir, le téléphone silencieux sur la table de nuit. J'ai ressenti une étrange douleur dans ma poitrine. Pas de la tristesse, juste de l'espace, comme si quelque chose de lourd avait été enlevé. Et maintenant, je ne savais pas quoi faire de cette légèreté. Au moment où j'ai atterri à la maison, j'avais la lettre d'offre dans ma boîte de réception, 71 000 € par an, plus une prime à la signature, plus une aide à la réinstallation. Je suis resté immobile dans le couloir de l'aéroport, parcourant les détails encore et encore, relisant le contrat comme s'il pouvait disparaître. Personne ne m'avait jamais rien donné sans me demander de me faire plus petite d'abord. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à un restaurant ouvert 24h24 et j'ai commandé des pancakes. J'ai fait une liste sur une serviette de tout ce que je devais faire. Annuler des choses, transférer des choses, brûler des choses, méticuleusement. J'ai trouvé un 2 pièces à Colorado Springs qui donnait sur une rue calme. Rien d'extraordinaire, mais propre, près du bureau. J'ai signé le bail ce soir-là, j'ai payé la caution avec la prime. J'ai programmé une entreprise de déménagement pour la semaine suivante et je leur ai dit que je n'avais pas besoin de grand-chose, juste quelques boîtes, 2 valises, et la couverture que ma grand-mère m'avait faite quand j'étais parti à l'université. Les jours suivants ont été calmes mais stratégiques. J'ai supprimé nos comptes cloud partagés, fermé le plan familial Spotify, clôturé le compte Amazon Prime que nous partagions, je l'ai déconnecté de tous les mots de passe que j'avais stockés. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, commandé de nouvelles cartes, changé mon numéro de téléphone, et mis à jour tous mes contacts manuellement. Rien ne me suivrait. Je l'ai dit à mes parents en dernier. Nous étions en train de dîner. Ma mère parlait de quelque chose qu'elle avait vu sur Facebook, et j'ai juste dit, je déménage au Colorado. Je commence le mois prochain. Ils se sont figés. Mon père a posé sa fourchette. Ma mère a cligné des yeux 2 fois, comme si elle ne comprenait pas la langue que je parlais. Je leur ai parlé du travail, de l'appartement, de la date. Je n'ai pas demandé leur approbation. Je n'ai pas offert de place à la discussion. Ma mère a dit, et tu n'allais pas nous le dire? J'ai répondu, je viens de le faire. Plus tard dans la nuit, je l'ai entendu au téléphone avec sa mère à lui. Je n'ai pas tout saisi, mais j'en ai entendu assez, que je partais, que c'était soudain, que peut-être il devrait prendre contact. J'ai mis mon téléphone en mode avion, mais il s'est quand même pointé, 2 nuits avant mon départ. Il est arrivé dans la voiture empruntée d'un ami, il a remonté l'allée comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu à la porte.
Il a textoté à la place. Tu pars comme ça, après tout? Tout ce qu'il voulait dire. Les 3 années que j'ai passées à supplier pour un effort. Les anniversaires oubliés. Le loyer payé sans un merci. Les dîners cuisinés, nettoyés, ignorés. Les nuits où je pleurais silencieusement à côté de lui pendant qu'il ronflait. Il voulait dire tout ce que j'ai fait. Pendant qu'il se laissait porter, je n'ai pas répondu. Quand les déménageurs sont venus, j'étais prête. Je n'ai pas laissé de mots. Pas de texto d'adieu. Pas d'explication. Juste 2 valises, une boîte, et une couverture. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'aéroport, avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Et quand l'avion a décollé, j'ai regardé par le hublot et j'ai pensé, pas d'adresse de suivi. Le Colorado était calme, d'une manière qui me donnait l'impression de m'écouter pour la première fois depuis des années. L'appartement était plus petit que ce que l'annonce laissait paraître, et la moquette était un peu tachée près de la fenêtre, mais c'était le mien. J'ai dormi sur un matelas par terre pendant les 2 premières semaines, j'ai mangé des plats au micro-ondes, et j'ai regardé le soleil frapper les montagnes à travers des stores à moitié fermés. C'était comme respirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. Le travail était mieux que ce que j'imaginais. Mon manager respectait les limites. Mon équipe travaillait dur et rentrait à la maison à 17 heures. Personne ne posait de questions personnelles. Personne ne se souciait que je ne parle pas beaucoup. J'ai commencé à aller au travail à pied, juste pour sentir mes jambes bouger à nouveau. J'étais parti depuis 3 semaines quand la première chose inattendue s'est produite. J'ai reçu une lettre, pas de lui, de son ex. Elle était manuscrite sur du papier de cahier, plié en 4. Pas d'adresse de retour, juste mon nom, bien orthographié, et la ville. L'écriture était familière. Pas la sienne, mais la sienne à lui. Elle a dû la prendre sur un vieux document. J'ai failli ne pas l'ouvrir. À l'intérieur, un mot. Cours. Je l'ai quitté aussi. 3 ans avant toi. Je l'ai vu te détruire de la même manière qu'il m'a détruite. Je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu plus tôt, mais je suis contente que tu sois parti. Fais attention. Il ne lâche pas l'affaire. Il y avait une photo dans l'enveloppe, une vieille photo. Lui et elle sur une plage quelque part. Il avait exactement la même tête. Ce sourire en coin, comme s'il venait de dire quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Elle avait son bras autour de lui, et ses yeux étaient fatigués, de la même manière que les miens l'avaient été. J'ai fixé la lettre pendant un long moment. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures, j'ai appelé mon propriétaire le lendemain matin, et j'ai payé un supplément pour faire installer un système de sécurité. J'ai arrêté d'utiliser mon vrai nom au café. Parce que voilà le truc, quand quelqu'un est convaincu que vous lui appartenez, partir ressemble à un vol pour lui. Et j'avais volé quelque chose de grand. Mon silence, mon absence, ma vie. Une semaine plus tard, j'ai découvert qu'il était en ville. Je l'ai vu à travers la vitrine d'une librairie près de mon bureau. Juste un aperçu, son dos, sa façon de se tenir, comme si rien ne pouvait le toucher. J'ai baissé la tête avant qu'il ne se retourne. Je n'avais dit à personne où j'étais allé, pas même à mes collègues. Pas de réseaux sociaux, pas de suivi de courrier, rien. Alors, comment m'avait-il trouvé? J'ai vérifié mon email professionnel ce soir-là. Enfoui dans le dossier des indésirables, un message d'une adresse inconnue. Pas de nom. Juste, tu peux courir, mais tu me dois encore des comptes. Je l'ai transféré à mon manager, j'ai prétendu que c'était une menace de spam, et ils ont renforcé le pare-feu de notre bureau, mais je savais qu'ils n'en avaient pas fini, et que ce n'était pas terminé. Mais moi non plus. Le lendemain matin, j'ai pris un chemin différent pour aller au travail, en passant devant un parc à chiens que je n'avais pas remarqué. Je n'ai pas arrêté de marcher avant d'avoir dépassé mon immeuble d'un pâté de maison, juste au cas où quelqu'un m'observerait. Je n'avais jamais vécu comme ça, sur le qui-vive, scrutant chaque visage. Mais cet email me brûlait l'esprit. Je n'ai rien dit à personne. Ni au travail, ni au propriétaire, ni même à la gentille barista qui me souriait toujours comme si elle pensait qu'on pourrait être amis. Je ne savais pas à qui faire confiance. J'étais parti sans laisser de traces, mais d'une manière ou d'une autre, il avait quand même trouvé un fil à tirer. Puis autre chose. J'ai reçu une clé par la poste. Pas de mots, pas d'adresse de retour, juste une petite clé argentée dans une enveloppe matelassée. Je l'ai d'abord emmenée à la poste. Rien.
puis au casier public de la bibliothèque. Pas de chance. J'ai failli la jeter à la poubelle, mais la curiosité est une chose silencieuse. Et le week-end, je vérifiais tous les endroits auxquels je pouvais penser, casier de gare routière, casier de salle de sport, gare ferroviaire, jusqu'à ce que finalement, je la trouve. Une boîte de dépôt dans un entrepôt de stockage juste à l'extérieur de la ville. La clé est entrée sans problème. À l'intérieur, une clé USB. C'est tout. Tellement ordinaire. J'ai failli la laisser là. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. De retour à la maison, je l'ai branché sur un vieil ordinateur portable que je n'avais pas utilisé depuis des mois. Il a démarré lentement, comme s'il ne voulait pas faire partie de ça non plus. La clé contenait un seul dossier, mon nom. À l'intérieur, des photos, des captures d'écran, des messages vocaux, des transcriptions de messages que je lui avais envoyés au fil des ans, des notes vocales que j'avais oubliées, retranscrites mot pour mot. Un tableur complet intitulé Journal de comportement avec des dates, des humeurs, et même une colonne pour les tactiques de manipulation probables. J'ai fixé l'écran, le cœur lent et lourd. Il m'avait documenté, non par affection, ni même par obsession, mais comme s'il étudiait un sujet pour un usage futur. Tout en bas, un dossier appelé protocole de déclenchement, protégé par un mot de passe. J'ai éjecté la clé et j'ai conduit directement jusqu'au lac le plus proche, je l'ai jeté dans l'eau, et je n'ai pas attendu de la voir couler. Cette nuit-là, j'ai réservé un nouvel appartement sous un faux nom. Je me suis déclaré malade le lendemain matin et j'ai dit au RH que j'avais besoin d'une semaine de congé pour des raisons familiales. J'ai tout refait mes bagages, non pas par peur, mais par stratégie. Il était venu me trouver, mais je ne fuyais plus. J'ai laissé un mot au propriétaire pour le remercier. Pas d'adresse de suivi, encore une fois. Mais cette fois, j'ai laissé autre chose derrière moi. Une petite enveloppe, scotchée sous l'évier. À l'intérieur, des photos de lui, de vieilles captures d'écran, une copie du journal de comportement, tout imprimé, tout documenté. Pas de menaces, juste des faits. Parce que les gens comme lui comptent sur le silence. Sur la honte. Je me suis dit que s'il revenait un jour, ce serait bien que quelqu'un d'autre sache à qui il avait affaire. J'ai déménagé de l'autre côté de la ville, j'ai changé de coiffure, j'ai trouvé un nouveau travail dans un endroit avec moins de fenêtres. Et chaque matin, je verrouille la porte, je vérifie la poignée 2 fois, et j'entre dans une vie qui me semble enfin être la mienne. Et s'il me retrouve un jour, il ne trouvera pas la version de moi qu'il a brisée. Il trouvera celle qui s'est reconstruite, os par os. Et cette fois, je serai prête.